Bien, bon, merci beaucoup pour cette invitation à m'exprimer. Donc, c'est un plaisir aussi de parler en français. C'est vrai que maintenant, pratiquement, j'écris peu en français et je fais même presque plus court en français. Donc, alors, en même temps, bon, je ne suis pas certain que ma réflexion soit aussi, sur le sujet annoncé soit aussi aboutie qu'elle pourrait l'être. Donc, je vous prie de m'excuser à l'avance parce que, bon, sans doute, une partie des réflexions dont je vais vous faire part mériterait plus d'études et plus de travail. Bon, alors, nous verrons bien. Enfin, vous serez juge. Alors le titre est un peu ronflant. Donc on prend un risque quand on annonce un titre comme ça, mais c'est le titre que j'ai donné à Pierre Michel spontanément, alors que le papier n'était pas écrit, plusieurs mois avant d'écrire le papier. Et puis après, bon, alors la partie carrière, la constitution des universités, leur gouvernance, les règles d'organisation, c'est le sujet que je vais essayer d'aborder. Je ne l'aborderai qu'une manière très partielle. Et puis sur les carrières, je vais être un peu plus évasif, parce que bon, c'est tout à fait explosif comme sujet. Et donc, donc là aussi, il vaut mieux réfléchir longuement avant de dire des choses qui peuvent surprendre un peu. Bon, donc l'interdépendance globale, alors qu'est-ce que ça veut dire dans mon esprit? Alors, bon, si vous voyez la liste des points qui sont là, on se demande si je ne suis pas devenu un peu zinzin, mais je vais essayer de les expliquer. Alors tout est dans tout, l'interdépendance globale, c'est l'interdépendance globale des systèmes de carrière et de gestion des carrières avec le système de gouvernance au sens général, et avec un contexte avec le marché. Le marché, ce qui entoure enfin, la société et plus généralement un certain nombre de marchés qui sont, avec lesquels l'université est en contact. Donc on peut pas. L'idée d'interdépendance globale ici, ou d'interdépendance universelle, c'est un terme pompeux pour simplement dire je ne pense pas qu'on puisse valablement analyser par exemple la question de la réforme des carrières à l'université en la regardant partiellement, c'est-à-dire en regardant certains aspects partiels, par exemple faut-il changer les primes, faut-il changer les critères de recrutement, etc. Et je ne pense pas qu'on puisse valablement le regarder indépendamment de ce qu'est la gouvernance et plus précisément de ce que sont les incitations des acteurs du système à, par exemple, à faire des bons recrutements ou à faire des bonnes promotions ou évidemment, comme vous le savez, c'est un sujet complètement crucial. Mais également, évidemment, il est difficile de porter un jugement, interdépendance globale à nouveau, parce qu'il est difficile de porter un jugement sur ce système de gouvernance, indépendamment d'une considération du marché et des conditions de concurrence, par exemple, qui entourent le fonctionnement de l'université. Concurrence sur le marché du travail, concurrence sur le marché pour le recrutement des enseignants, concurrence pour le recrutement des étudiants, etc. etc. Donc, suivant la société dans laquelle on parle, de laquelle on parle, évidemment, on devrait se soucier de tout ça. Alors, évidemment, une des choses qui, moi, m'a toujours frappé dans mon expérience personnelle, c'est évidemment que la constitution des commissions de spécialistes, qu'on appelle des comités de sélection aujourd'hui, et qu'on appelait les commissions de spécialistes dans le passé, sont évidemment sont absolument stratégiques, et que si un département, dans un département, un groupe contrôle pendant une période d'une dizaine d'années un comité de recrutement, il peut complètement changer la face du monde, au moins localement, dans son département. Alors c'était le cas, par exemple, qu'est-ce qui a permis le prix Nobel de Jean Tirole en sciences économiques? Vous m'excuserez pour mon ethnocentrisme. Eh bien, c'est le fait que Jean-Jacques Lafon, quelques années auparavant, contrôlait la commission spécialiste et qu'il a impitoyablement écarté un certain nombre d'économistes qui étaient... il a impitoyablement empêché un certain nombre d'économistes qui étaient présents
avant son arrivée à Toulouse, de se reproduire et de laisser un héritage. Et quelques années après, c'est devenu un centre prestigieux, puis ça a finalement été un creuset dans lequel a émergé un prix Nobel de sciences économiques. Bon. Donc cette question du recrutement, elle est fondamentale, parce que, en fait, comme toutes les règles qui vont, toutes les règles simples qui jouent dans le long terme, qui sont stables et qui jouent dans le long terme, vont produire des grands effets après quelques dizaines d'années, qui peuvent complètement changer la figure du système universitaire français. Donc, quand on réfléchit aux réformes, on doit réfléchir à ces propriétés d'évolution dans le long terme. Et donc, de ce fait, il faut totalement relativiser l'importance du formalisme en matière de commission de spécialistes. Les réformateurs, jusque récemment, donc Claude Allègre avait réformé le mode de recrutement des professeurs et des maîtres de conférences, et puis à nouveau, ça a été réformé sous Pécresse, et puis maintenant sous Fioraso, etc. etc. Donc les détails de ces modes de recrutement sont relativement dérisoires. Voilà ce que j'ai envie de dire, sont relativement dérisoires à partir du moment où ils sont faits pour servir de béquille à un système où il n'y a pas d'incitation à faire des bons recrutements. Donc dans un monde où il n'y a pas d'incitation à faire des bons recrutements, c'est-à-dire pour recruter des gens qui sont des bons chercheurs, en gros c'est ça, on peut toujours obliger les comités de sélection à comporter 50% de membres extérieurs, etc. Ça ne change absolument rien. Donc ça, c'est ça, si vous voulez, concrètement, comment se traduit l'idée d'interdépendance globale. Donc si au niveau supérieur, il n'y a pas des incitations fortes à faire des bons recrutements, s'il n'y a pas un véritable encouragement de la recherche, elle ne peut pas se développer. Pourtant, alors ça c'est l'idée de miracle universitaire, il n'y a pas de citation, il n'y a pas d'article cité à l'appui de cette idée, mais c'est une idée qui me trotte dans la tête. L'idée c'est qu'en fait, en France, il pourrait y avoir un miracle universitaire. Il suffirait de changer quelque peu les règles du jeu à la base, et au bout de quelques années, on observerait des transformations extraordinaires, sans avoir même à augmenter les salaires. Alors, je le dis parce que j'ai vu ça chez les économistes. J'ai vu que le vieux système de l'agrégation, vers lequel je suis passé, l'agrégation qui permet d'accéder au poste de professeur des universités, était un système de recrutement notable il y a encore 15 ou 20 ans. Il a sensiblement changé, il s'est écarté de ses homologues, agrégation de gestion, agrégation de sciences politiques, agrégation de droit. Et il est devenu un système où la recherche est quelque peu mise en avant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et maintenant, on a vu apparaître, depuis que moi depuis que j'ai été agrégé il y a 25 ans, il y a 25 ans, hélas, ouais, déjà. Depuis 25 ans, j'ai vu émerger une classe ou une catégorie d'économistes français qui sont moins bien payés, puisque la valeur réelle des carrières s'est dévalorisée depuis 81. Bon, j'ai écrit ça dans un article qui a fait du bruit à l'époque. Les carrières sont dévalorisées d'à peu près 35% en valeur réelle depuis 81, alors que les salaires ont baissé, n'est-ce pas? Les gens travaillent plus, ils publient plus de papier, et au miracle, ils accèdent à des revues internationales qu'on disait impossible d'accès quand moi, j'ai passé mon agrég avec une misérable liste de publications internationales qui me suffisait à l'époque pour apparaître comme un type brillant. Bon. Alors, c'est ça le miracle universitaire latent, c'est-à-dire qu'en changeant des règles, en modifiant quelques paramètres, on peut produire des résultats spectaculaires. On peut sortir du sous-développement, sortir d'une certaine forme d'indignité et de misère. Alors, évidemment, je ne suis pas, étant économiste, je fais partie de ceux qui pensent que évidemment, les salaires ont également une importance et que là, on va assez vite s'en rendre compte. Mais bon, vous vous doutez bien que je ne défends pas l'idée que nos salaires sont suffisamment élevés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a matière à réfléchir sur autre chose que les salaires, sur les règles du jeu, les systèmes de carrière et le système de gouvernance. Ok, voilà. Alors ça, c'est l'introduction. Alors, pour rendre les choses plus amusantes,
je vais me livrer à une comparaison aussi entre université et presse. Alors, pourquoi? Parce que, bon, si comme vous voyez, j'essaye d'être à la mode et de ne pas avoir l'air d'un vieux barbant ou barbon. Donc, la réflexion sur les modes de gouvernance, hein, elle n'est pas limitée à l'université, hein, par exemple. Donc, récemment, j'ai lu le livre d'une jeune économiste de Sciences Po, Julia Cagé, qui a écrit sur les médias, dans son livre qui s'appelle « Sauver les médias », hein, le titre tout un programme. Alors, c'est un livre très intéressant qui a été publié au Seuil, et en gros, la thèse de l'auteur, c'est qu'il faut créer un nouveau statut d'entreprise de presse et qu'il y a une nécessité de réfléchir, hein, à même une nouvelle catégorie dans la zoologie des entreprises et des institutions de gestion de l'économie. Il faut réfléchir à un statut spécifique qui serait adapté à certains types d'entreprises de presse ou de médias. Et donc moi, je me suis dit, bon, ben, amusons-nous à faire une comparaison, évidemment un peu tirée par les cheveux, mais pas tant que ça, entre université et entreprise de presse. Alors, est-ce que l'université, bon, est-ce qu'elle contribue au bien public? Est-ce qu'elle produit des biens publics au sens technique? Alors, la réponse est oui. Je pense qu'on dirait la même chose pour la presse. Bon, surtout, dans la mesure où c'est important pour la démocratie. Alors effectivement, oui, c'est important pour la démocratie. Personne ne le niera, et donc dans la vie démocratique, les deux institutions sont fondamentales. Donc il y a un aspect de bien public dans l'existence d'une université puissante et d'une presse puissante. Mais est-ce qu'il contribue à la production des connaissances, à la diffusion des connaissances? Oui, toutes les deux, l'entreprise de presse et l'université, la recherche pour l'université, mais l'investigation, voire l'enquête, enfin qui peut par certains aspects se ressembler à de la recherche pour la presse, en tout cas la presse de bon niveau, la presse de qualité. Est-ce que les deux contribuent à la diffusion, enseignement pour l'une, information pour l'autre? Alors, est-ce qu'elles produisent aussi des biens privés au sens technique? C'est-à-dire, c'est des biens qui font l'objet d'une marchandisation, si vous voulez, d'une appropriation privée. Oui, parce que les formations peuvent être vendues. Ce sont essentiellement des biens privés, j'y reviendrai. Aussi parce que les journaux se vendent, même si on voit bien qu'il y a des difficultés dans l'exclusion. Ce sont plutôt ce qu'on appellerait des biens publics avec exclusion. Bon, j'y reviendrai, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur ce petit exemple. Hein. Les universités ont des services commerciaux annexes, ne serait-ce que des boutiques ou des presses, etc. La même chose pour les journaux et pour les entreprises de médias, qui sont souvent des entreprises multiproduits. Enfin, dernier point, et un des plus importants de tous, c'est l'indépendance politique, l'indépendance vis-à-vis de toutes les pressions, tous les groupes de pression. Et dans les deux cas, là, on voit bien que c'est une chose à laquelle nous sommes extrêmement attachés, et les journalistes ou les gens de la presse sans doute aussi. Et donc le point de départ de Julia Cagé dans son livre, c'est évidemment de dire qu'on ne peut pas laisser les journaux devenir des danseuses de millionnaires, les Rothschild et autres, et de même que les universités ne peuvent pas être la proie non plus des intérêts privés ou des intérêts politiques étroits. Donc il y a vraiment une analogie certaine entre les deux choses. Alors, du coup, on peut discuter sur les modes d'organisation. Alors, la presse est dominée par la société par action, l'entreprise capitaliste traditionnelle. Hein. Et puis l'université française, point 3, elle, c'est un établissement public qui est maintenant un peu plus autonome qu'avant. Avant, c'était juste un service extérieur d'une administration centrale en charge de l'enseignement, comme j'aime dire, plus ou moins bureaucratique. Maintenant, elle est un petit peu plus autonome. Enfin bon, c'est la forme de l'établissement public qui est définie dans le droit public français qui domine. Et entre les deux, il y a quelque chose qui est l'université privée américaine. Et notez bien ce qui caractérise l'université privée américaine. Alors, nous avons une représentante aujourd'hui une des plus illustres de ces universités, à savoir Harvard. Bon, notez bien, ce sont des organismes à but non lucratif, ce sont des non-profit enterprises, non-profit institutions. Donc, réflexion sur le fait que des services, la production de biens publics peut être confiée à des organismes autonomes qui ont des statuts un peu bizarres, qui ne sont pas des statuts d'entreprise capitaliste, fondations, etc., etc.
Bon, donc, ce qui a été assez peu étudié, hein, c'est les avantages et les inconvénients respectifs de 2 versus 3, hein, ou 3 versus 2. Est-ce qu'on peut aller de 3 vers 2? Est-ce que c'est valable de faire ça? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que c'est une erreur de faire ça? Ou est-ce qu'on peut le recommander? Alors ça, donc c'est une question, je sais, qui est un peu sulfurique, mais ça dépend de l'auditoire, évidemment, mais bon, j'hésite pas à me la poser. Je ne suis pas sûr de la réponse. Je pense que la réponse est absolument non. C'est une question dont la réponse n'est pas triviale. Donc, c'est un programme de recherche en soi, d'examiner s'il y a des avantages, s'il y a une supériorité d'un certain type d'organisation, en particulier s'il y a une supériorité de l'établissement public, plus ou moins aménagé, sur l'université privée à l'américaine, avec but non lucratif, bien entendu. On ne parle pas, on va à peine. Alors, je vais quand même, par goût de la provocation, parler de l'université capitaliste. Ça va être mon premier point, mais rassurez-vous, ça va être pour dire, bon, évidemment, on se doute bien que si ce truc-là n'est pas développé, c'est parce que c'est pas vraiment approprié, hein, à l'université en général. Ensuite, donc, je vais parler un petit peu de la théorie économique de l'organisation à but non lucratif. C'est une théorie économique qui n'est pas très développée. Puis, je vais parler d'un point qui est légèrement différent, qui est de la vision de l'université comme partenariat professionnel, partnership. Et puis enfin, je me permettrai, dans les derniers points, de discuter de faire un peu plus d'économie politique, c'est-à-dire mettre un peu plus de politique dans mon économie, et de parler de l'université comme service public, celle que nous connaissons en France et que nous essayons de réformer ou de ne pas réformer, suivant. Enfin, les problèmes qui posent, les problèmes qui sont débattus et qui conduisent à des empoignades quelquefois violentes. Bon, alors j'avancerai avec prudence, évidemment. Bon, alors, est-ce que l'université capitaliste, c'est pensable? Ben oui, c'est absolument pensable, même si ça va paraître horrible à un certain nombre d'entre vous, sans doute à la grande majorité. Donc il y a du capital, il y a des terrains, il y a des bâtiments, des équipements divers, ça c'est du capital. Et il y a des produits qui se vendent, qui peuvent faire l'objet d'une appropriation privée, qui ne sont pas des biens publics. Et certaines formes de recherche aussi, qui ne sont peut-être pas les plus nobles, mais sont à la limite d'être des produits qui sont vendables. Et donc la plupart des produits sont biens privés, ou plus exactement ce qu'on peut appeler des biens publics avec exclusion. Donc c'est une catégorie un peu particulière. Moi, je ne peux pas vous faire un cours là-dessus. Ça serait déplacé, mais enfin, en gros, les économistes considèrent cette catégorie particulière. Donc effectivement, ici, on pourrait admettre une dizaine ou on pourrait admettre une centaine d'autres personnes sans augmenter les coûts de production. Et en même temps, donc, mon exposé à la nature d'un bien public, mais il doit être bien clair que ce n'est pas un bien public pur parce qu'il y a moyen d'exclure, il y a moyen de mettre un marchand à l'entrée qui va prélever une taxe ou quelqu'un qui va vendre des billets. Donc il y a des possibilités particulières dans l'organisation de la production de ce bien public avec l'exclusion. Donc ça caractérise la plupart des enseignements. Hein. Il y a certains phénomènes de rendement localement croissants, mais enfin il ne faut pas non plus, je dis localement parce qu'en réalité, à part dans le cas des MOOC, des Massive Courses, je ne sais plus ce que ça veut dire, Open Online Courses, mais il caractérise aussi, c'est quand même un des problèmes économiques particuliers, c'est d'ailleurs comme dans la presse et dans les médias, hein, ces produits se caractérisent par des coûts fixes élevés et des coûts unitaires variables ou des coûts marginaux extrêmement faibles, voisins de zéro. Donc tout le problème, donc il y a typiquement, on sait que ça pose des problèmes pour la concurrence, pour le fonctionnement harmonieux, si tant est que ce soit possible, de la concurrence, qui est de telles situations, d'une telle caractéristique technologique des produits. Bon. Et puis il y aurait tout un discours à faire sur le droit des brevets, la propriété intellectuelle, le passage de la recherche fondamentale à la recherche technologique, etc. Je ne peux pas rentrer là-dedans, ce n'est pas vraiment le but, mais bon, il y a des spécificités technologiques sur lesquelles je vais passer. J'ai déjà un peu parlé des
aspects économie de l'information. Bon. Mais la bonne question, c'est pourquoi la forme de société par action n'est pas adoptée par la plupart des grandes universités, en particulier les grandes universités américaines. Il semble que seules les universités bas de gamme soient les entreprises commerciales ordinaires. Donc la doctrine repose sur l'existence, en fait, de deux types d'imperfections de marché pour expliquer le fait qu'on ne puisse pas valablement avoir recours à la forme de société commerciale classique. Alors les deux reposent, il y a l'idée d'information asymétrique et l'idée de défaillance du contrat, sur laquelle je vais revenir. L'idée de défaillance du contrat, elle est clairement comprise aujourd'hui comme étant un aspect de la théorie des contrats incomplets. Oliver Hart est un des qui n'est pas de Harvard mais de MIT, je crois, est un des plus actifs propagandistes. En tout cas, il l'était dans les années 90, et je crois qu'il continue à parler de ce sujet. Bon, il y a des problèmes de financement de la recherche fondamentale, parce qu'il y a quand même des biens publics purs qui sont produits par l'université, et donc si on se focalise, enfin si on prend en considération le problème de la recherche fondamentale, on voit bien que la structure de l'entreprise commerciale n'est peut-être pas ce qui convient, hein, c'est évident, c'est même presque évident. Alors, donc il y a deux aspects qui expliquent le recours au non-profit ou au service public, c'est l'incertitude sur la qualité et la défiance du contrat dans la théorie économique. La première formulation est due à un professeur de Yale qui s'appelle Henry Hansman, qui a écrit un long essai dans Yale Law Journal qui s'appelle The Role of Non-Profit Enterprise. Et je crois que ce papier continue à avoir une certaine valeur. C'est là qu'il expose sa théorie. Ensuite, ces idées ont été reprises par les promoteurs de la théorie des contrats incomplets dans les années 90. Hein. Et puis, il y a une formulation que je trouve assez topique, on dirait, ou assez bien sentie, qui est due à Ed Glaeser et Andrei Schleifer. Alors, ce sont des collègues de Michel Lamont, là, pour le coup, je crois, les deux. Alors, je vais vous parler un peu de ça. Alors, d'abord, l'incertitude sur la qualité. Il se peut que... je sais plus, je crois que peut-être j'ai déjà mangé beaucoup de temps, Pierre-Michel. Il faut que j'ai encore 10 minutes, c'est ça? J'ai encore 10 minutes, d'accord. Donc il se peut que, en même temps, c'est une manière de m'engager à ne pas trop parler de la fin, quoi, donc, de mon exposé. Quoi, donc, bon, non, mais je vais accélérer un tout petit peu. Donc, incertitude sur la qualité, donc, ça c'est une des clés pour comprendre pourquoi on ne peut pas avoir recours à l'université privée pure et dure. C'est parce qu'il y a une imparfaite observabilité de la qualité de l'enseignement. Ça pose un problème de crédibilité. Hein. L'entrepreneur capitaliste serait tenté, en raison de cette imparfaite observabilité, de sacrifier la qualité pour augmenter ses marges. Et donc, du coup, il n'arriverait pas à faire prévaloir des prix suffisamment élevés. Hein. Donc la théorie, elle repose pas sur l'existence des philanthropes, elle repose pas sur l'existence de gens qui ne poursuivent que des idéaux nobles et des intéressés, absolument pas. Elle repose sur l'existence de gens rationnels qui pensent qu'en se mettant sous forme non-profit, enfin sous forme non lucrative, ils vont gagner plus d'argent que s'ils ne sont pas sous forme, qu'ils sont sous une forme classique. D'accord ? Donc il y a un motif très puissant. Hein, en gros, l'idée, c'est Harvard accumulerait moins d'endowment, 36 milliards, on l'a vérifié avec Michel Lamont au déjeuner, si Harvard est une société commerciale. Hein. Le fait que Harvard ne soit pas une société commerciale classique lui a permis d'accumuler 36 milliards de réserves. Alors c'est vrai, ça fait un bout de temps que ça existe, donc ils ont mis beaucoup de temps à accumuler ces réserves. Mais donc bon, ça c'est une des choses. Hein. Donc il s'agit de restaurer... Alors il y a d'autres mécanismes qui permettent de restaurer la confiance. Donc à nouveau, c'est pas clair que ce soit la seule porte de sortie. Parmi les mécanismes dont on sait qu'ils peuvent restaurer la confiance dans la qualité, et donc des prix élevés, il y a la concurrence, le rôle de la réputation comme capital, un capital qui ne doit pas se dévaloriser, hein, et donc la menace de la dévalorisation du capital. La réputation peut jouer un rôle. Il y a aussi des modes de régulation publique ou privée, des modes de certification qui peuvent jouer un rôle, etc. Mais il se peut que tous ces mécanismes soient d'une force insuffisante pour résoudre le problème. Alors, je vous passe les détails, mais il peut y avoir une défaillance de la concurrence, etc., etc., etc. D'accord ? Donc, fondamentalement, on se dit, une entreprise d'enseignement capitaliste, ça ne peut être qu'une école, c'est une petite école qui ne fait pas de recherche et qui fournit la qualité la plus basse. Parce que là, il n'y a pas besoin de restaurer la confiance dans la qualité la plus basse. Quand on a la qualité la plus basse, bon, on n'a rien à prouver.
Et donc, effectivement, à ce moment-là, on peut avoir une forme de société capitaliste. Bon. Alors, la défaillance du contrat, c'est un peu plus subtil, hein, mais en gros, l'idée, c'est que même si la qualité était suffisamment observable, hein, il y a des défaillances des mécanismes contractuels habituels qui font que le produit ne peut pas être vendu comme un produit commercial. Hein, la marchandisation bête et méchante ne peut pas fonctionner. Alors, effectivement, pensez, alors ça c'est ce qui vient de Henry Huntsman, hein, je n'ai pas inventé ça du tout, hein. Pensez à un ancien étudiant en difficulté sur le marché du travail qui attaque son université parce que la qualité de l'enseignement dispensé n'a pas été au niveau attendu. Alors vous imaginez le genre de contentieux qu'on pourrait avoir. Donc rien que le fait d'imaginer ce type de contentieux montre que c'est pas possible, hein. Donc en fait ici, on est dans le cas où la qualité est observable mais elle n'est pas vérifiable. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle n'est pas vérifiable par une tierce partie et ça conditionne beaucoup de choses, hein. Bon, alors, c'est un des points de départ de la théorie du contrat incomplet, bon, sur lequel je passe. Alors, quel est le résultat de Glaser et Schleifer, les collègues de Harvard? C'est que, en fait, ce qu'ils démontrent, c'est qu'une organisation à but non lucratif fournit une qualité plus élevée que la même organisation sous forme d'une société commerciale classique, hein. Et donc, la promesse de ne jamais verser de dividendes est un engagement stratégique crucial. Okay, qui a une valeur économique, en fait, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? En particulier, ça rassure les donateurs, hein. Je vous passe les détails, mais donc les donateurs acceptent de donner aussi parce que l'entreprise a un statut non lucratif. Donc ça, c'est très important, hein, parce que ça permet d'accumuler des dotations de plusieurs milliards, hein. Et puis, bon, le public anticipe rationnellement une qualité plus élevée. Voilà, bon. Bon, alors j'ai un élément de preuve, mais le temps court, donc je passe là-dessus. Évidemment, ça nous amène à nous intéresser à l'importance d'avoir des fondations ou des endowments dont sont dotées les universités privées américaines, hein. Alors c'est un sujet qui a été peu étudié et sur lequel il y aurait beaucoup à dire et sur lequel je vais passer aussi parce que le temps court et que je vais en manquer. Mais à nouveau, Henry Huntsman de Yale a écrit un article là-dessus qui reste une lecture tout à fait valable. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a assez peu de bonnes raisons, même sur le plan technique, sur le plan actuariel ou financier. Il y a assez peu de raisons pour une université de conserver du capital, de mettre en réserve des recettes. Alors finalement, comme il n'y a aucune véritable bonne raison, il y a aucune... Par exemple, il n'y a pas de motifs d'éthique intergénérationnelle qui ne sont pas valables. Et c'est ce qu'il dit, et je me suis convaincu qu'il avait raison, hein. Les universités devraient plutôt dépenser, elles devraient investir, parce qu'il se peut que leurs investissements soient plus rentables que leurs réserves. Enfin bon, c'est sur le plan social. Alors, la valeur sociale de leurs investissements dans l'enseignement, dans les équipements d'enseignement, par exemple, ou de recherche, peut être beaucoup plus élevée que de garder de l'argent sous forme d'actions et d'obligations. Donc, s'il y a une raison d'avoir une dotation, c'est à cause de l'indépendance par rapport au pouvoir, d'accord? Et accessoirement, pour garantir la permanence. Garantir la permanence, c'est aussi garantir la confiance, etc. Donc ça joue un rôle stratégique crucial de pouvoir s'asseoir sur un gros matelas d'argent dont on sait qu'il est pérenne et qui permet de faire face au coup dur et qui permet de refuser les pressions, que ces pressions viennent du pouvoir politique. Et ça, on sait que même en démocratie, des coups de fil peuvent arriver d'en haut. Et j'ai entendu toutes sortes d'histoires, surtout à l'époque où j'étais membre de la Paris School of Economics. Bon, et puis, mais aussi être dans la main des généreux donateurs, être dans la main de milliardaires qui ont des agendas personnels, d'intérêts économiques divers, peut aussi être une mauvaise chose. D'une certaine manière, il faut trouver un équilibre dans les sources de financement, aussi pour cette raison. Bon. Alors, en fait, il y a toutes les idées de partenariat. Je pense que je suis obligé de m'arrêter dans quelques minutes, donc je ne vais pas en dire très long, mais il y a une autre vision de l'université comme... l'université est comme un partenariat professionnel. Alors, j'ai développé ça dans un article, j'ai développé avec Alain Tranois, professeur directeur de l'école des hautes études à Marseille, dans le numéro spécial dirigé par Jacques Mérès et Pierre Michel. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, alors ce qu'il faut retenir de la théorie du partenariat, qui a été développée récemment par Jonathan Levin et Stephen
Tadlis, je pense qu'on doit prononcer ça comme ça. L'idée, c'est que en fait, le partenariat est aussi un moyen. Alors, il y a une logique économique sous-jacente au partenariat qui est que, en gros, les partenaires professionnels ne recrutent pas comme une entreprise capitaliste, justement. Ils sont plus exigeants dans leur recrutement. Au fond, si je résume la chose, c'est que c'est ça. Donc, si on voit l'université comme une oligarchie de professeurs, on voit l'université comme une oligarchie de professeurs, une espèce de faculté qui règne sur les recrutements, comme je le disais au début. Eh bien, ces gens-là vont pratiquer des recrutements plus sélectifs, d'une certaine manière, qu'une entreprise capitaliste. Donc, à nouveau, quand la qualité est suffisamment mal observée par le public, le partenariat d'avocats, par exemple un partenariat d'avocats ou de consultants, etc., va faire un profit supérieur à une firme ordinaire. Bon. Donc la question, c'est de savoir si ça s'étend au cas de l'entreprise à un but non lucratif. Alors je pense que oui, bien qu'il y ait quand même du travail à faire pour le démontrer. Je l'ai pas. C'est un peu le point où j'en suis. J'ai pas fait ce boulot. J'ai pas eu le temps. Bon, j'ai pas eu le temps, mais je pense que je vais y arriver à un moment ou à un autre. Bon. Dans le cas non lucratif, les partenaires ne peuvent pas se distribuer de dividendes, mais ils peuvent augmenter leur salaire et leurs avantages. D'accord, donc c'est un peu la question qu'il faut se poser. C'est que devient la théorie des partenariats dans le cadre non lucratif. Bon. Ok, c'est un peu technique. La conclusion de tout ça, c'est qu'on a un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes de protection ou de redressement de la qualité. Mais il faut voir que ces mécanismes ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Bon, il y en a d'autres, mais qui peuvent marcher plus ou moins bien, suivant les pays et suivant les secteurs. Donc c'est le cas de la concurrence. Donc, une des raisons pour lesquelles on discute de tout ça, c'est qu'en réalité, on a des doutes sur les bienfaits de la concurrence. Alors, mes doutes en tant qu'économiste, plus ou moins libéral, plus ou moins suspect de libéralisme, n'est-ce pas? C'est évidemment, c'est que ma vision de la concurrence, sans doute, plus favorable que celle d'un certain nombre de sociologues. Bon, ok. Mais malgré tout, bon, je peux être amené à penser que la concurrence ne peut pas rendre autant de services que l'on croit dans le secteur de l'université. Et dans des pays relativement petits, en Europe. Alors ce matin, donc moi j'ai beaucoup apprécié l'exposé de Gaël Kostalek, parce que justement ça montre les frictions qu'il y a sur le marché européen, n'est-ce pas? Bon, la fragmentation linguistique est un des problèmes, etc. Donc, l'existence d'un grand marché européen des universitaires serait sans doute une chose souhaitable, c'est sans doute un enjeu, là aussi un enjeu stratégique fondamental pour nous. Bon, mais on voit bien qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein, donc, ok, donc il nous reste la gestion publique directe. Voilà. Et c'est ça qu'il faut considérer. Et en réalité, bon, tout ça pour fournir des béquilles à toutes les défaillances contractuelles qu'on vient d'identifier. Bon, alors aussi le constat, bon là je vais devenir politique, mais je vais aller vite, bon, c'est que la gestion directe centralisée à la française, de type jacobin, est à bout de souffle. Hein. Bon, alors on pourrait imaginer une survie de cette gestion centralisée si on avait de bons outils d'échange d'informations, s'il y avait un bon système d'information qui était mis en place, hein, et qu'on ait une conception intelligente du système de répartition des moyens financiers, etc. Bon, mais ce n'est pas une question triviale du tout. C'est pas une question triviale du tout. Alors, en fait, j'en viens à penser que même si on était très intelligent et qu'on arrivait à faire une théorie des incitations appliquées à la répartition des moyens, en fait, on se heurterait à un problème d'économie politique et que ces systèmes ne seraient pas robustes, qu'ils seraient constamment remis en cause. Et donc, j'en tire la conclusion qu'il y a bon, comme par ailleurs, on est dans une crise des finances publiques absolument sans précédent, et que les universités sont étranglées actuellement par le gouvernement, hein, donc j'en tire la conclusion qu'on ne va pas pouvoir échapper si on veut éviter la paupérisation définitive et la perte de notre matière vive, enfin bon, et la perte de matière, hein, on ne pourra pas échapper à une hausse plus ou moins substantielle, pour ne pas dire massive, des droits d'inscription. Le problème, c'est que, alors évidemment c'est politiquement explosif, hein, mais le problème c'est que cette hausse ne serait à mon avis, de l'avis de beaucoup d'économistes, souhaitable qu'à condition de mettre en place un grand système de crédit.
un grand système de crédit aux étudiants, qui évidemment, pour l'instant, n'existe pas, et même on lutte contre son possible avènement. Hein. Donc là, bon, donc on est invité au pessimisme par le fait qu'il y a une des portes de sortie, c'est le recours au droit d'inscription à la crise financière, et que c'est souhaitable pour plein de raisons. C'est souhaitable pour assurer une forme d'indépendance de l'université par rapport aux finances publiques. Bon, je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais c'est pas du tout, à nouveau, c'est pas une question triviale, et ça ne peut pas être rejeté d'un revers de main. En fait, il y a un côté un peu inexorable. Le fait qu'il y ait une crise des finances publiques et que l'université soit en bout de ligne, ce qui est tout à fait évident aujourd'hui, n'est-ce pas, mes chers collègues, hein. Bon, et malgré les grands investissements d'avenir, en fait, en réalité, on est assez fortement en bout de ligne. On n'est pas au premier rang. Hein. Donc, on va y être conduit un peu inexorablement, et on est très en retard dans notre pensée sur ça. Bon, alors, je pense aussi que une autre raison, une autre chose inexorable et qui va horrifier beaucoup de gens, c'est la dualisation, et qu'on va y aller immanquablement aussi parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc, on ne pourra pas en donner à tout le monde. Je résume très très vite. Et aussi parce que, paradoxalement, parce qu'il y a des résistances. Les résistances contre la dualisation vont produire de la dualisation. Donc, parce que ce sera la seule porte de sortie pour redresser la dignité de la recherche française. Bon, donc voilà. Bon, je vous livre ça brut de décoffrage et sans la moindre pincette. Donc, ce que je pense, c'est que là, je finis cette fois-ci, hein, 1 minute. Donc après, mais je peux vous renvoyer un article que j'ai écrit avec Tranois, hein, pour mes élucubrations sur la constitution des universités. Et donc la grande idée que j'essaye de défendre, c'est que, bon, évidemment, c'est une critique de la loi Pécresse. C'est-à-dire que la loi Pécresse, à nouveau, traduit, à mon sens, elle traduit un bonapartisme ou un jacobinisme qui n'est pas approprié dans le long terme. Hein. Et donc, ce qui compte, c'est d'aménager une séparation des pouvoirs, ce que j'ai envie d'appeler le retour à Montesquieu. Bon, alors, c'est pompeux, bon, d'accord, vous me pardonnerez, se mettre sous la houlette de Montesquieu. Bon, voilà. Bon. Mais en fait, je pense que c'est assez raisonnable, et plus j'y réfléchis, et plus il me semble que c'est raisonnable. Il faut organiser une séparation des pouvoirs à l'université, et que, à nouveau, c'est l'université américaine qui nous met sur la piste, c'est-à-dire qu'il y a en fait une dualité de pouvoir. Il y a un pouvoir proprement académique qui peut être représenté par une institution qui serait le Sénat académique, qu'on voit préfigurer dans la loi Fioraso, hein, qui est une assemblée de professeurs qui est en charge, pour l'essentiel, des recrutements, des affaires scientifiques, de l'orientation de la recherche, etc. Mais que ces gens-là ont un contrepoids sous la forme d'un conseil d'administration qui n'est pas fait pour représenter les profs, qui n'est pas fait pour représenter les athos et les étudiants, et qui représente au contraire qui, dans le cadre de l'établissement public français, serait un représentant, réunirait des représentants de la puissance publique censés représenter l'intérêt général, ou les intérêts de la société en général, et éventuellement les intérêts de donateurs. Mais essentiellement, comme on est dans le cadre d'une université publique, ça serait les collectivités territoriales, l'État. Donc l'État, en fait, j'avais envie de résumer la thèse, c'est au lieu d'essayer de nous piloter par le haut, envoyez-nous des gens qui seront dans nos conseils d'administration et laissez-nous travailler. Et dans nos conseils d'administration, alors éventuellement que les présidents des universités deviennent des gens émanant de l'administration, ils ne seront pas nécessairement meilleurs pour avoir été issus de nos rangs, hein. Mais en revanche, on aménage très clairement la séparation des tâches entre la gestion. Par exemple, on pourrait voir Stéphane Grégoire, je crois qu'il serait sans doute remarquable, hein, comme président de Paris 1, ou comme président de Cergy-Pontoise, ou que sais-je, sauf qu'il faudrait qu'on le paye correctement, ce qui n'est pas le cas actuellement pour les présidents d'université. On aurait Stéphane Grégoire, entouré d'un conseil d'administration. Stéphane gérerait l'université, et puis il ferait face à un Sénat académique, jaloux de ses prérogatives, où on serait là entre collègues, et on lui déléguerait un prévôt
un vice-président qui serait enseignant, qui serait un prévôt et qui défendrait jalousement les prérogatives du corps enseignant et les libertés universitaires. Donc bon, c'est l'image que je me fais de la façon dont on pourrait sortir des contradictions de la loi Pécresse, de son napoléonisme et de son bonapartisme, pardon, et en même temps en préservant le statut public, le statut d'établissement public, mais qu'on aille vers une véritable autonomie. Mais cette autonomie ne peut pas être obtenue sans qu'il y ait une contrepartie qui est le contrôle par les représentants de l'intérêt général au sein même de l'université des opérations de gestion et des décisions prises par l'université. D'accord ? Donc ça, c'est en gros la philosophie qu'il y a dans mon papier avec Tranois qui a été publié dans la revue Commentaire. Voilà. Bon, ce qui dit seulement que en fait, j'ai jamais essayé d'envoyer un article au débat, mais je pense qu'il serait refusé, je pense. Mais c'est un peu ça le problème. Tandis que Commentaire me commande des articles, tandis que le débat, sans doute, le refuserait, mes articles. Donc voilà, j'arrête là.